c'était le matin, Liam venait à peine de se lever. Théo était déjà parti depuis bien longtemps. Faire un jogging, seul. Il était parti depuis bien longtemps, tandis que c'était le matin, dans leur maison, leur nouvel endroit dans lequel ils habitaient. Il n'était plus dans le lycée qui perturbait Théo. Théo qui courait pour se vider les idées, pour se vider la tête, pour oublier et pour passer son temps. Théo qui courait le matin, seul, réfléchissait un peu à tout ce qui s'était passé dans ce lycée. Il réfléchissait à tout ce qui s'était passé dans ce lycée. Et il réfléchissait aussi à la suite. Pendant ce temps, Liam, qui lui était en cuisine, à la maison, occupé d'aiguiser les couteaux, était tout autant en train de réfléchir que Théo, qui était en train de lui-même réfléchir en courant. Liam, lui, par contre, était tout autant en train de réfléchir. C'était le matin, il était à table, et en même temps, il était au travail. Au travail, pour ce qui concerne le matin. Pour ce qui concerne le matin, il était au travail, en même temps qu'il déjeunait seul, attendant le retour de Théo. Pour ce qui concerne le travail, ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'il préparait le déjeuner, le matin. C'est un travail comme un autre. Ni plus ni moins. Il rangeait alors, de loin, de proche et de près, il rangeait tout autour de lui ce qu'il y avait. Avec ce qu'il y avait, il déjeunait, il parcourait la maison en attendant Théo. Il mangeait, il s'occupait. Il était occupé à réfléchir comment sera le nouveau lycée. Comment sera le nouveau lycée? Comment seront les personnes? Comment seront les élèves? Comment seront les élèves? Comment seront les personnes? Que se passera-t-il ensuite? Dans des silences dévastateurs, il réfléchissait. Appuyé contre, ou appuyé sur des rebords de la cuisine. La cuisine était donc entourée d'une enceinte en bois. Par-delà laquelle il pouvait s'appuyer. Il faisait silencieux le matin chez eux. Cette enceinte en bois qui entourait la cuisine, par-delà lequel il y avait ensuite le frigo américain. Tout à côté, il était appuyé contre, et il attendait Théo, qui était rentré en sueur, plein de transpiration. Couvert de transpiration, les vêtements mouillés, il avait couru, même si pendant un bref moment il avait plu dehors. Liam, qui mangeait, ne faisait qu'attendre, et fut arrivé ensuite près de Théo, qui était arrivé lui-même aux côtés de Liam, qui lui avait dit qu'il avait couru bien longtemps et que les endroits qu'il avait croisés étaient anodins par rapport à ceux qu'il connaissait avant.
Liam le fixait dans les yeux. Avec son bol en main, ce qu'il mangeait, du porridge, ce qu'il mangeait, ce qu'il avait en main, il fixait Théo et il lui dit ensuite: T'as faim? Théo retira son t-shirt, qu'il jeta par terre, que Liam s'empressa de ramasser. Juste après avoir terminé, il s'empressa de ramasser, après avoir jeté son bol dans l'évier, ainsi que sa cuillère, qu'il avait déposée par-dessus, remplissant le bol d'eau, le laissant tremper dans l'évier. Il ramasse ensuite son t-shirt, le prit d'une poignée serrée, il le prit d'un poing serré, le mit devant Théo et lui dit: Ça te dérangerait de plus jeter tes t-shirts comme ça? Théo lui dit alors, en retirant son t-shirt de par terre, il le prit alors d'un ton énervé. D'un ton énervé, il le prit en main et il partit. On pouvait entendre qu'il grognait, comme s'il était énervé. Il grognait comme s'il était énervé, un grognement intérieur qui venait de l'intérieur de ses cordes vocales, de l'intérieur de sa gorge. Un grognement intérieur. Adossé sur le côté de la table, toujours en train de manger, Liam lui dit alors: Oui, c'est bien, continue comme ça. Tu vas y arriver. Sous l'ironie du sarcasme, Théo se retournait, regardait par derrière, par-dessus son épaule. Il ne réfléchissait pas un instant. Il ne réfléchissait pas un instant et dit alors, en regardant par-dessus son épaule: Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Liam ne fut que répondre: Non, rien, c'était du sarcasme. Tout au fond du couloir, il y avait Théo, assis dans la chambre. Qui plus est, après son jogging, il avait l'air essoufflé. Il avait l'air essoufflé, mais qui plus est, on l'a vu assis. Il avait l'air essoufflé, mais il regardait par terre comme s'il était triste. Comme s'il était triste, qu'il ne savait toujours pas qui il était, ce qu'il recherchait, ce qu'il voulait. Liam a alors repris le contrôle, le dessus. Liam a alors repris le dessus sur les émotions fortes, sur le sarcasme, sur ce qui pouvait les perturber. Il a déposé les 2 couteaux sur le côté et est parti à traverser le couloir et lui a juste dit: Je te connais bien, tu sais. Dis-moi ce qui se passe. Je t'ai vu marcher, je t'ai entendu grogner, je t'ai vu dans le couloir, t'avais pas l'air rassuré. Théo lui répondit alors, sans vouloir trop parler, il lui répondit: Je sais pas, je sais pas. Liam lui prit alors la main et lui dit alors: Si, justement si, tu sais. Et c'est ça qui me perturbe, c'est que tu sais, mais que tu veux pas le dire. Liam dit alors: Je sais pas, c'est peut-être cet endroit, ça te plaît pas? Mais Théo répondit, sans répondre, il répondit quand même: Non, c'est pas cet endroit, c'est juste que je sais pas. Liam, à son tour, qui discutait avec Théo, lui dit: Mais si, tu sais. Tu sais, mais tu veux pas répondre parce que t'as peur de ma réaction. Tu veux pas répondre parce que t'as peur de ma réaction, c'est tout. Il lui dit alors: Je sais pas, j'étais dans la forêt,
faisais mon jogging, comme tous les matins. Jusqu'à là, Liam était en train de suivre. Jusqu'à là, Liam était en train de suivre, de comprendre, d'imaginer ce qui pouvait se passer, qu'est-ce qui avait bien pu le perturber. Et il lui dit, t'as fait ton jogging, t'as couru dans la forêt. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Il lui dit alors, je sais pas, je suis arrivé dans un endroit et c'était bizarre. On aurait dit qu'il y avait une présence, qu'il y avait quelque chose d'étranger avec moi. On aurait dit qu'il y avait une présence, quelque chose d'étranger, d'irréel. J'étais dans la forêt, en plein centre de la forêt, et il y avait comme une petite souche d'arbre par terre, comme si un arbre avait été coupé à ras. Enfin, quand je dis petite souche d'arbre, je veux dire qu'elle est quand même assez grande, mais que niveau hauteur, c'est pas... Voilà. Mais j'ai ressenti une présence, comme s'il y avait quelqu'un qui s'était déjà trouvé là avant moi. Liam se tournèrent alors vers Théo, et tout simplement lui a répondu « Néméton ». T'es allé jusqu'au Néméton. Théo l'a regardé, a regardé Liam, et lui a dit « Le Némé quoi ?» Liam lui a dit « Le Néméton, c'est une souche d'arbre. C'est ce que tu as appelé la petite souche d'arbre qui a été coupée à ras. C'est ça, c'est le Néméton. C'est un endroit, c'est normal que tu aies ressenti ça, cet endroit est apparemment surnaturel. Faudrait que je t'explique pour comprendre, mais cet endroit cet endroit est apparemment à l'origine de tous les faits surnaturels de cette ville. Théo lui a alors dit, en s'énervant légèrement, en jetant quand même le t-shirt qu'il avait en main, qu'il tenait en main. Ce t-shirt qu'il tenait en main, tout de même énervé, il le jeta par terre. Et il lui répondit alors, « Mais pourquoi tu me l'as pas dit? Pourquoi tu m'as pas dit qu'il y avait ce genre de choses ici ?» Liam lui répondit, « Seulement parce que j'avais peur que tu réagisses comme ça. J'avais peur que tu réagisses comme ça, alors c'est pour ça que je t'ai pas dit. Parce que je te connais, je sais comment tu réagirais. » Théo lui a alors dit, « Mais ce Néméton, cette chose, cette souche d'arbre, c'est quoi ?» Bah justement, c'est un peu ça le mystère de Beacon Hills, c'est qu'on sait pas trop ce que c'est. Ils ont commencé à parler de tout et de rien, du surnaturel. Ils ont commencé à parler de tout, de rien, du surnaturel, des faits réels, des faits irréels, de la souche d'arbre. S'il y avait quelqu'un qui se trouvait là bien avant, des personnes qui détenaient un pouvoir, d'autres pas. Y avait-il un lien entre tout ça, se demandait-il. Se demandait-il, il y avait un lien entre tout ça. Évidemment, Théo avait beaucoup plus de questions que Liam n'en avait. Liam avait beaucoup plus de réponses que Théo n'en avait. Mais sinon, entre deux, il y avait toujours un moyen de trouver comment se sortir de là. Entre deux, il y avait toujours un moyen pour trouver Il y avait toujours un moyen pour trouver une solution. Il fallait seulement maintenant savoir et convaincre Théo de comprendre avec Liam ce que c'était. Qu'est-ce que c'était le Néméton? Qu'allait-il faire? Qu'allait-il faire ressortir? Quelle créature surnaturelle ou pas allait-il faire ressortir? Allait-il faire ressurgir? Quels endroits allait-il découvrir? Il fallait maintenant découvrir ce qu'était le Néméton. Pendant des heures, Liam
et Théo cherchèrent sur Internet des rapports de police, des numéros de série, des numéros d'archives, des dossiers d'archives qui pouvaient les mener tout droit vers le Néméton. Ils tombèrent sur l'histoire d'un SK, un serial killer. Le SK était donc un serial killer. SK était la signature de ce qu'on pouvait appeler un serial killer. Ils tombèrent sur un serial killer des années 90, 90 à 80, des années 90 à 80, un serial killer des années 60 à 70. Ils tombèrent sur un serial killer, un SK. Ils se demandèrent alors pendant très longtemps ce qu'il était, ce qu'il avait pu faire, car dans tout le dossier, on parlait de lui, de sa vie, mais pas de qui il était. Qui était-il? Qu'est-ce que c'était un SK? Y avait-il aussi une manière de dire assassin sous la forme de 2 lettres? Y avait-il une manière de dire assassin sous la forme de 2 lettres? Car ce qui sortait du Néméton n'était pas seulement des serial killers, mais aussi des assassins, des tueurs en série, des meurtriers. Est-ce que SK voulait seulement dire serial killer, ou voulait-il aussi dire tueur en série, assassin, meurtrier? Quelconque soit la nature de cette chose, ils allaient trouver un moyen, ils allaient régler le problème, mais quelconque soit la nature de cette chose, que ce soit un SK, un serial killer, que ce soit un tueur en série, un tueur à gages, ou encore beaucoup d'autres choses, un meurtrier, que ce soit n'importe quoi, que ce soit même un tueur en série. Ils ont fouillé pendant des heures et des jours, des nuits entières, des jours entiers. Ils ont fouillé sur Internet, dans des dossiers, à travers des numéros d'archives. Ils ont fouillé pendant des heures à trouver le nom de cet homme. Qu'a-t-il pu lui arriver? Qu'a-t-il pu faire pour disparaître près du Néméton? Qu'était-il? Qu'était-il devenu? Et qu'est-ce que le Néméton était réellement pour Théo? Seulement, avec un simple opinion, avec une simple chose à découvrir, on peut en découvrir de centaines d'autres. Avec une simple chose à découvrir, des initiales SK, des initiales SK, des initiales pour assassin, des initiales pour tueur en série, des initiales pour tueur de masse, des initiales pour tueur à gages. Y en avait-il d'autres? Tueur à gages, TA, assassin, AS, serial killer, SK. Y en avait-il d'autres, des gens comme ça, qui tuaient, sans même avoir de raison valable? Des assassins, des tueurs en série, des serial killers, des tueurs de masse. Les tueurs de masse étaient appelés les TM, tueurs de masse. Y avait-il d'autres personnes, d'autres êtres surnaturels, charnels ou non, qui pouvaient bien avoir un lien avec ces tueurs en série, ces serial killers, ces tueurs de masse, ces tueurs à gages ou ces assassins qui entouraient le Néméton, qui y venaient tous les jours, tous les soirs, toutes les nuits? Ils avaient beau chercher, ils ne trouvaient que des questions auxquelles il n'y avait pas de réponse. Mais cependant, ils ne désespéraient pas. Ils ne désespéraient pas, car au lycée y avait-il une réponse?
Premier jour de lycée. Liam était resté. Il était resté. Premier jour de lycée. Liam, lui, était resté. Resté à la maison, resté chez eux. Tandis que Théo, lui, avait préféré partir très tôt le matin, enfilant un jeans, mettant ses chaussures, ses baskets, ses chaussures, ainsi qu'un jeans et un t-shirt blanc qu'il avait pris au hasard dans l'armoire. Liam, lui, avait préféré rester. Théo, lui, avait préféré partir. Il avait des questions auxquelles il n'avait pas de réponse. Il avait des réponses qui n'avaient pas encore de questions. Il préférait partir dans la forêt, courir, partir faire un jogging. Il préférait partir. Il était parti. Il courait dehors, on pouvait le voir dans les ruelles. Dans les ruelles sombres et obscures, on pouvait le voir. Il courait, il maintenait son rythme. En courant, il est arrivé à une petite souche d'arbre, pas si petite que ça. Une petite souche d'arbre à laquelle il est arrivé, qui avait été rasée dès le départ, au plus bas du tronc. Au plus bas du tronc, elle avait été rasée. Cette petite souche d'arbre sur laquelle il s'est assis un moment, pour pouvoir y réfléchir, aux questions, aux réponses, à celles qu'il avait et à celles qu'il n'avait pas, aux questions auxquelles il avait des réponses, aux réponses auxquelles il avait des questions. Réfléchissant un moment, assis sur cette souche, il sentit alors une présence avec lui, un être, une chose, comme si quelque chose était avec lui. Il sentait une présence, comme si quelque chose était avec lui, un être, une présence. Était-ce surnaturel? Était-ce naturel ou était-ce tout simplement le stress, l'angoisse du premier jour de lycée? Il est donc revenu immédiatement à la maison. Après être revenu immédiatement à la maison, il a donc compris qu'il parlait peut-être d'être surnaturel. Il n'a pas tout de suite compris qu'il parlait peut-être d'être surnaturel, mais après en avoir parlé avec Liam, qui lui a dit qu'il était impossible de comprendre un être surnaturel, car tu peux comprendre seulement ce que tu touches, ce que tu vois et ce que tu entends. Ce que tu ne peux pas toucher, voir ou entendre, tu ne peux pas le comprendre, le voir ou même l'entendre. C'est-à-dire que être surnaturel ou non, tu ne peux pas les comprendre car tu ne peux pas les toucher, les entendre ou les voir. S'ils veulent te dire quelque chose, tu ne peux pas les entendre. S'ils veulent te montrer quelque chose, tu ne peux pas le voir. Alors ils se posèrent la question tous les deux. Comment comprendre l'intouchable? Comment comprendre l'invisible? Comment voir l'invisible et comment comprendre l'intouchable lorsqu'on ne peut pas voir, entendre ou ni même toucher ce que l'on a ressenti? Lorsqu'on ne peut pas voir, comprendre, ni même toucher ou encore moins entendre ce que l'on a ressenti, comment comprendre l'invisible et l'intouchable lorsque ceux-ci sont tous deux avec toi? Lorsque ceux-ci sont tous deux avec toi, l'intouchable et l'invisible, comment peut-on les comprendre alors que nous les ressentons? Était-ce surnaturel? Était-ce une force surnaturelle? Il ne le savait pas, mais il est rentré, paniqué. Il est rentré paniqué et en a donc parlé. Il en a donc parlé à Liam, qui lui a dit « Théo, c'est qu'une simple souche d'arbre. » Théo, qui était affolé, qui ne pouvait pas se calmer, qui ne comprenait pas, lui dit alors « Mais non, tu comprends pas, c'est pas qu'une simple souche d'arbre. J'ai ressenti quelque chose, j'ai vu quelque chose, j'ai entendu quelque chose. J'ai ressenti qu'il y avait une présence avec moi. Elle était à côté, je pouvais sentir qu'il y avait quelqu'un à côté de moi, mais je ne voyais rien. »
Liam a alors pris Théo par les bras, lui a dit de s'asseoir, ce qu'il a fait. Il s'est assis, et ensuite, après s'être assis, Liam lui a dit, Théo, écoute, tu as vu une souche d'arbre, tu t'es assis dessus, tu as respiré, tu as écouté, mais tu n'as rien vu, tu n'as rien entendu. C'est une souche d'arbre, rien de plus. Lorsqu'il lui dit qu'il avait ressenti quelque chose qui venait du dessous de la souche d'arbre, Liam changea tout de suite de ton et lui dit alors du dessous de la souche d'arbre. Tu veux dire que ce que tu as ressenti, que ce que tu as entendu et que ce que tu as vu ne venait pas d'autour de toi? Liam voulut tout de suite en savoir davantage sur ce qu'il avait vu, entendu et pu voir tout autour de cette souche d'arbre. Il voulut en savoir davantage, alors il lui demanda, qu'est-ce que tu as ressenti concrètement quand tu dis que tu as vu quelque chose? Qu'est-ce que tu as vu concrètement? Et qu'est-ce que tu as ressenti par-dessous la souche d'arbre? Je sais pas, je voyais des gens, ça avait l'air d'être une armée, ça avait l'air d'être la guerre. C'était tout autour de moi, je pouvais sentir l'odeur de la pourriture, je pouvais sentir l'odeur de la moisissure, du froid, l'humidité, mais en même temps je pouvais sentir la chaleur du feu, des flammes, tout en sentant la pourriture, la moisissure et la décomposition des corps qui étaient sûrement mis l'un sur l'autre dans le feu, qu'on pouvait sentir et entendre brûler. J'entendais des cris qui venaient sûrement et certainement des corps. Et dans l'armée que je voyais, car c'était certainement la guerre, j'entendais des cris et des coups de feu. Tout autour d'eux, ça avait l'air d'être paisible, calme. Ça avait l'air d'être un endroit calme, paisible, comme un camp dans lequel tu te réfugies quand tu ne te sens pas en sécurité. Mais tout autour, j'avais l'impression qu'il y avait des coups de feu. Il y avait des coups de feu, il y avait des gens qui criaient, qui hurlaient tout autour. Tout autour d'eux, on aurait dit que c'était la guerre. Pour autant, c'est comme si à l'intérieur, c'était en sécurité qu'on pouvait se sentir. Liam s'était tourné alors vers Théo et lui a dit, le néméton, c'est ça que t'as vu. Théo lui a alors dit, le némé quoi? Il lui a alors dit, le néméton. Théo ne comprenant pas, il lui a dit, c'est quoi le néméton? Liam qui lui répondit, le néméton, c'est une souche d'arbre, la même que tu as sûrement vue. C'est une souche d'arbre. Elle est difficile à comparer des autres parce que elle est similaire à certaines souches d'arbres qu'il y a partout dans le monde. Il y en a une à Londres, il y en a une à Beacon Hills, il y en a une là où on était, il y en a une dans tous les pays, il y en a une dans tous les continents, il y en a une partout. Un émetton, en fait, si tu veux, c'est un peu comme un regroupement d'êtres surnaturels tout autour de nous, mais qui jonchent la paroi du néméton pour se rendre à l'endroit où ils veulent. C'est un peu comme un point de départ. C'est un peu comme un point de départ, et tous ces êtres surnaturels qu'on peut voir, qu'on peut entendre, qu'on peut toucher, mais dont on a l'impression que nous, humains, on ne peut pas les entendre, on ne peut pas les toucher, et on ne peut pas les voir, viennent tout droit du néméton. Cet endroit dans lequel tu t'es senti en danger, mais en sécurité. Tu t'es senti en profondeur, mais aussi étroit par rapport à la surface et la superficie. C'est le néméton qui fait tout ça. Théo s'est alors retourné
Tout de suite, il s'est alors retourné vers Liam et lui a dit « Attends, tu m'as pas dit qu'il y avait des êtres surnaturels? Tu m'as pas dit qu'il y avait des êtres surnaturels là où on allait aller ?» Liam lui a alors répondu « Je te l'ai pas dit parce que je te connais et je sais comment tu allais réagir. Je savais comment tu allais réagir. C'est pour ça que je te l'ai pas dit. Alors maintenant, si tu veux bien, je voudrais plus qu'on en parle. » Théo lui a alors dit « Oui, mais moi justement, je veux qu'on en parle parce que je voudrais comprendre pourquoi il y a des êtres surnaturels là où tu voulais m'emmener pour pouvoir me sentir plus en sécurité. » Ils ont donc parlé toute la nuit. En essayant de comprendre les liens qu'il y avait entre tout ça. Ils ont essayé de comprendre. Ils ont cherché des numéros de série. Ils ont cherché des numéros d'archives, des numéros de série qui pouvaient mener à des numéros d'archives, des archives qui pouvaient mener à des dossiers qui pouvaient mener à beaucoup d'autres choses, des numéros d'archives qui pouvaient mener à des numéros de dossiers, des numéros de dossiers qui pouvaient mener à des contacts ou encore à certaines choses du passé qu'on devait ressasser pour pouvoir comprendre. Ils avaient ensuite trouvé tous les deux dans les archives de la ville, dans les archives de Beacon Hills, ils ont ensuite trouvé tous les deux un numéro d'archive détenant des journaux exactement du moment là où Théo a ressenti ces choses, ces êtres surnaturels, ces êtres paranormaux, le surnaturel est là où il a senti ce qu'il ne pouvait voir, entendre ou ni même toucher, ce qu'il ne pouvait voir, entendre ou ni même toucher, ce qu'il a ressenti, l'odeur de la pourriture, du froid, les cris ou encore la guerre tout autour de lui, ces camps dans lesquels il se sentait en sécurité, mais pour autant enfermé par-delà la superficie qu'il y avait tout autour, par-delà laquelle on pouvait entendre une enceinte de coups de feu, de cris, de hurlements, de femmes et d'hommes battus. Il y avait alors un article qui concertait l'entièreté des êtres surnaturels, ceux qui venaient du Néméton, parlant d'une petite mouche, un insecte, une petite mouche, qui appartiendrait apparemment à un être surnaturel, un démon qui serait au-delà des capacités qu'il pouvait imaginer. Ce démon avait un nom, seulement il ne le connaissait pas encore. Ce démon avait un nom, mais il ne le connaissait pas encore. Le premier jour de lycée, Lydia, une jeune étudiante, qui paraissait plus que simple à leurs yeux, se dévoua devant eux en leur disant « Je voudrais en savoir davantage sur vous, et j'ai vu que ton copain tient un dossier d'archives compromettant les histoires du surnaturel à Beacon Hills. » Elle s'est alors dévouée à chercher avec eux des preuves compromettantes des êtres surnaturels à travers la ville de Beacon Hills. Cherchant des êtres surnaturels à travers la ville de Beacon Hills, elle s'est alors dévouée à chercher avec eux, s'est présentée et a présenté ses amis à Théo et à Liam. Elle a présenté ses amis qui sont ensuite venus à la table en cherchant des preuves compromettantes dans les dossiers, en attendant Lydia qui était partie chercher Styles, Scott, Allison, Derek. En attendant Lydia qui était partie tous les chercher, ils ouvrirent les dossiers, cherchant des preuves compromettantes. Lydia avait entendu une clochette, mais ne savait pas encore ce que c'était. Elle
ne savait pas encore ce que c'était. Elle avait entendu une clochette, mais en autre partie, elle avait entendu parler du démon Somnios. Somnios était un démon qui faisait part de ses allusions en te faisant entendre une clochette. Il te faisait entendre une clochette et derrière toi apparaissait une porte, derrière laquelle tu trouverais tous tes amis, tous tes proches. Le visage effacé, plus de nez, plus de bouche, plus d'yeux, plus de visage. Elle vit alors cette porte derrière elle que Somnios avait fait apparaître. Elle l'ouvrit. Peu de temps après, Derek avait pris le relais et avait dit alors à Scott, à Allison et à Styles d'aller les voir et de laisser Lydia tranquille. Elle était peut-être sur une piste, mais elle était surtout sur la piste de Somnios, sur son chemin. Elle était sur le chemin de Somnios. Derrière cette porte, elle vit alors la copie conforme de Derek, de Styles, de Scott, de Allison, les uns à côté des autres. Elle les vit, debout, le visage effacé. Les yeux avaient disparu. Le nez avait disparu. La bouche avait disparu. Tout avait disparu. Il n'y avait plus de visage. Scott, Allison, Derek, Styles avaient le visage effacé. Ils avaient tous le visage effacé. Elle vit alors passer un être surnaturel. Elle vit alors passer le démon Somnios, qui tenait en main un chiffon recouvert de terre, de poussière, de matière noire, une matière noire visqueuse, recouvert de terre, d'une matière noire visqueuse. Elle vit apparaître Somnios, un être humain qui avait une forme charnelle, la forme d'un être humain, la forme d'un corps, mais qui sur le ventre n'avait pas de nombril, n'avait pas de pectoraux, n'avait pas de bras, n'avait pas de mains. Il n'avait pas de mains, n'avait pas de doigts. Il n'avait rien. Pas de mains, pas de doigts, pas de pieds, ni même de jambes. Somnios était un démon, sous la forme d'un être charnel. Mais ce qu'il avait, qui n'était pas des mains, qui n'était pas des pieds, qui n'était pas des doigts, qui n'était pas des yeux, qui n'était pas un nez, qui n'était pas une bouche, en était un, mais ne ressemblait pas à une bouche humaine, ne ressemblait pas à des yeux humains, ne ressemblait pas à un nez humain, ne ressemblait pas à un visage humain. Cependant, tous les visages qu'il avait avaient disparu, étaient effacés. Il avait soigneusement une collection de visages qu'il utilisait pour tromper ses victimes. Cette collection de visages qu'il avait pour tromper ses victimes, il la gardait soigneusement, la nettoyait et la récurait encore et encore, avec ce même chiffon, couvert d'une texture noire, on aurait dit du venin. Couvert d'une texture noire, on aurait dit du venin. Cette texture noire, cette poussière, ou la terre qui la salissait. La terre, la poussière, ou cette texture noire qui la salissait. Toujours le même torchon,
pour récurer toujours les mêmes visages, ces visages qui n'ont pas d'yeux, qui n'ont pas de nez, qui n'ont pas de bouche, qui n'ont même pas d'oreilles, qui n'ont rien, juste une simple sphère faite de peau, de chair, d'os, faite de peau, de chair, d'os, entièrement charnelle, juste une simple sphère en guise de visage. En guise de corps, il avait des bras, des jambes, des avant-bras, des avant-jambes, des pieds, mais des mains, des pieds, mais des mains, mais des pieds, qui n'étaient pas humains. Un visage qui n'était pas humain. Un corps qui était encore moins humain que ce qu'on pouvait imaginer. Un corps encore moins humain que ce qu'on pouvait imaginer. Il n'avait pas d'ongles, il n'avait pas de peau, il n'avait pas de chair. On avait l'impression que Somnios détenait une chair différente que la nôtre, tout en ayant la même apparence qu'un humain. Il avait la même apparence qu'un humain, tout en détenant la chair d'un humain. Il la transformait en autre chose pour nous tromper. Il la transformait en autre chose pour nous tromper. La chair qu'il détenait était si pâle, si infime, qu'on pouvait voir à travers le parcours de la moindre veine. À travers, on pouvait voir le parcours de la moindre veine. On pouvait voir le parcours d'un simple muscle qui se tendait et qui se détendait. On pouvait voir le parcours des veines, des os, à travers sa chair qui était si infime qu'on pouvait en voir les articulations bouger quand il bougeait ses mains. On pouvait voir les os, on pouvait voir les veines, on pouvait voir les muscles bouger. Sa chair était si infime, si petite et si légère que sur les os, la chair, le sang, les veines, on pouvait les voir au travers. Mais lorsqu'on regardait ce démon en face, on avait l'impression qu'il était fait de cire. Il était fait de cire, on avait l'impression que son visage ne ressemblait plus à rien et n'avait jamais ressemblé à quelque chose. Somnios faisait entendre à ses victimes, avant de les envoûter, il faisait entendre toujours une petite clochette pour leur dire qu'il était réellement là. Lydia s'était retournée et avait vu Derek, Styles, Malia, Scott, Allison et tous les autres. Il les avait vus à côté du démon, le visage effacé, frotté par sa main à travers lesquelles les articulations étaient visibles, à travers laquelle les veines étaient visibles, le sang coulait, que elle-même pouvait ressentir, elle-même, Lydia, qui pouvait ressentir les articulations du démon bouger à travers ses mains qui étaient figées par la peur. Elle pouvait ressentir aussi le sang du démon, un sang humain, chaud, à travers la matière de ses veines. À travers la matière de ses veines, elle pouvait sentir le sang chaud couler. Elle pouvait sentir aussi les articulations se déformer à travers ses mains qui étaient figées. Elle pouvait sentir ses muscles se tendre et se détendre. Elle sentait ses muscles se tendre et se détendre, les tendons bouger avec les articulations. Elle ressentait tout ce que le démon ressentait. Somnios était rusé, perfide et intrépide. Il faisait sentir tout ce qu'il avait, tout ce qu'il ressentait à ses victimes dont il avait pris le visage, tout comme lui n'avait pas de visage. Lorsque Théo s'est retourné, après avoir regardé des dossiers sur un SK, après avoir regardé un dossier sur un SK, qu'est-ce que c'était un SK, un serial killer? Après avoir regardé un dossier sur un TS, qu'est-ce que c'était un TS, un tueur en série? Après avoir regardé un AS, qu'est-ce que c'était un AS, un assassin? Après avoir regardé
un TU, tueur à gages, après avoir regardé un TM, tueur de masse. Plusieurs dossiers ont été vérifiés. TU, TM, AS, SK, assassin, tueur en série, tueur de masse, tueur à gages, meurtrier. Toujours le même discours, toujours la même répétition. Tueur à gages, assassin, tueur en série, tueur de masse. Toujours la même chose, mais les êtres surnaturels. Était-ce la même chose que suivre des tueurs à gages, des assassins, des tueurs en série, ou encore beaucoup d'autres choses comme celle-ci? Beaucoup d'autres choses comme celle-ci, Styles en avait l'habitude. Il était le fils du shérif. Il en avait l'habitude. Suivre des assassins, des tueurs en série, des choses comme ça. Il en avait l'habitude. Théo, lui, était effrayé par tout ça. Il ne savait pas encore qu'il allait devenir un alpha, ou quelque chose comme ça. Il ne savait pas encore tout ça. Seulement, il fallait qu'il le comprenne. Il fallait qu'il le comprenne, qu'il sache tout ça, qu'il comprenne tout ça, le monde des esprits, des démons, des êtres surnaturels, avant de comprendre qu'il pouvait devenir un alpha. Il fallait qu'il puisse comprendre tout ça, qu'il puisse en prendre conscience. Il fallait qu'il sache que même, que tant bien que même, s'il ne comprenait pas les êtres surnaturels et les démons, c'était normal qu'il ne les comprenait pas, car quelque chose que l'on peut voir, qu'on peut entendre, qu'on peut imaginer, n'est pas compréhensible aux yeux d'un humain. Lydia, elle seule, était capable d'imaginer la mort de quelqu'un, car elle était messagère de la mort, tout comme le chien de l'enfer, qui était messager de la mort. Ils étaient tous les deux liés, ils étaient tous les deux alliés. Le chien de l'enfer, Théo ne savait pas encore qui il était. Théo ne savait pas encore qui il était, le chien de l'enfer. Il ne savait pas encore qui il était, où il était, ce qu'il faisait. Il fallait qu'il comprenne, qu'il sache, mais bon, il allait devenir un alpha. Il fallait qu'il sache, qu'il comprenne, et qu'il puisse savoir tout ça, car avant de devenir alpha, Liam savait beaucoup trop de choses. Ce pouvait être lui le prochain alpha. Ce pouvait être lui le prochain alpha. Allait-il comprendre que ce serait Théo? Car Liam, qui est né loup-garou, Théo, qu'il est devenu, seulement il ne sait pas comment il l'est devenu. Était-ce la faute de Liam ou était-ce la faute de quelque chose d'autre, de plus grand, de plus important, de plus massif, de plus surprenant, de plus terrifiant? Allait-il comprendre? Lorsque le premier jour de lycée s'est écoulé, ils ont commencé à regarder un livre, Le Bestiaire, avec Allison, avec Scott, avec Styles, qui était le fils du shérif. Il savait déjà beaucoup de choses à propos des meurtres dans cette ville. Sachant beaucoup de choses à propos des meurtres dans cette ville, Styles les avançait un peu. Tandis que Derek, qui avait été un tueur de masse, les avançait tout autant. Il avait été un tueur de masse, il savait comment suivre et comment traquer ces personnes. Styles, lui, savait comment les confronter, il savait comment ils fonctionnaient. Tout autant que Derek, il savait comment ils fonctionnaient. Ce qu'ils voulaient, ce qu'ils faisaient, ce qu'ils demandaient en retour, là où ils allaient se cacher, les endroits dans lesquels ils allaient se cacher, comment il fallait procéder pour arriver jusqu'à ces personnes. Théo avait plein de questions par rapport à ce livre, car dans ce livre,
il y avait la réponse à chacun des êtres surnaturels. La Banshee, la messagère de la mort, celle qui pouvait savoir quand et où quelqu'un allait mourir, liée au chien de l'enfer, qui pouvait savoir lui aussi quand et où quelqu'un va mourir, le chien de l'enfer, qui pouvait savoir lui-même quand et où quelqu'un va mourir, tout comme Lydia peut le comprendre elle aussi. Ils ont un lien particulier. Allison, qui fait partie de la famille Argent, ayant brûlé la maison de Derek, Derek ne s'étant toujours pas remis de cette tragédie, il en avait après la famille Argent. Il en avait après la famille Argent. Surtout après la mère et le père de Allison. Allison et Derek étaient dans de mauvaises phases. Allison et Derek étaient dans de mauvaises phases et ont toujours été dans de mauvaises phases. Mais bon, lorsque Allison a compris que Derek n'en voulait pas à elle, mais à sa famille, à ses successeurs, à sa mère, à son père, à sa tante, Kate, lorsqu'elle a compris qu'il en voulait plus à Kate, à Chris et à sa mère qu'autre chose, la mauvaise phase qu'ils ont traversée, a finalement repris le dessus sur une bonne phase. Une bonne phase qui avait été dépassée finalement, Ils étaient à nouveau eux-mêmes, ils n'étaient plus en conflit. Lorsque Allison a fini par comprendre que Derek n'en voulait qu'à Kate, à Chris et à sa mère. Il n'en voulait pas nécessairement au Argent principalement, mais à sa mère, à Chris, son père, ainsi qu'à sa tante, Kate. Il en voulait plus à eux trois qu'autre chose. D'avoir mis en cendre sa maison, sa vie, ses sœurs, ses frères et ses sœurs. Avoir mis en cendre sa vie, sa maison, les frères et ses sœurs avec lesquels il habitait. Avoir mis en cendre son enfance. Il en voulait plus à Kate et à Chris qu'autre chose. Alors la mauvaise phase est passée et la bonne phase est arrivée, dans laquelle Allison et Derek s'entendaient beaucoup mieux qu'avant. Cependant, Theo et Liam avaient toujours autant de questions par rapport au bestiaire, livre dans lesquels tout est raccord avec les recherches qu'ils ont trouvées, les tueurs en série, les tueurs à gages, les tueurs qui ont été jugés, cet endroit dans lequel il avait le don de voir toute une armée qui avait recours aux flammes, aux tirs, aux armes à feu, pour tuer des gens qui étaient ensuite brûlés par les flammes et immolés. L'espace qu'il y avait autour dans lequel à l'intérieur on se sentait en sécurité, à l'extérieur on pouvait se sentir prisonnier, piégé des cris, des coups de feu, des flammes, des armes auxquelles ils avaient recours, piégé entre ces barrières, ces parois, le démon que Lydia avait vu, piégé entre ces barrières, entre ce qu'ils voyaient et ce qu'ils ne voyaient pas. Ils avaient toujours autant de questions. Le premier jour, ils avaient rencontré Allison, Scott, Styles et Lydia, qui ont donc tous les quatre. Ils ont donc présenté qui ils étaient. Scott était sûrement l'un des prochains alphas. Styles, le fils du shérif. Lydia, la Banshee, la messagère de la mort. Allison, la fille des Argent. Derek, l'un des prochains alphas. Peut-être ou peut-être pas. Serait-ce Theo ou ne sera-t-il pas Theo? Seulement, cela reste à voir. Un alpha, ça ne se décide pas comme ça. Une fois rentré, Styles a parlé à son père d'une affaire non résolue, dont le tueur en série
le serial killer, l'assassin, le tueur à gages, avait bel et bien l'air d'avoir l'entièreté du profil de Théo. Il dit alors à son père, et lui dit alors, que l'assassin, le tueur à gages, avait bel et bien l'impression d'avoir le profil de Théo. Seulement, était-il réellement Théo? Théo était-il un ancien tueur à gages, un assassin, un meurtrier, quelqu'un qui avait des intentions violentes? Était-il un assassin, un tueur à gages, ou quelqu'un qui avait des intentions violentes? Fallait-il le mettre sous les verrous? Fallait-il le mettre derrière des barreaux? Fallait-il le mettre quelque part où il serait plus en sécurité pour lui, autant que pour les autres? Styles avait parcouru cette affaire toute la nuit, réfléchissant à pourquoi cet assassin, ce tueur à gages, ce tueur en série, cette personne qui s'en était pris à beaucoup de gens à Beacon Hills et qui avait en plus un rapport avec le Néméton, avait le même profil que Théo. Lydia avait accompagné Styles dans ses recherches et lui a alors dit: quand vous parliez du Néméton en cherchant dans le bestiaire, j'ai entendu une cloche et j'ai vu un démon. Ce démon n'avait pas de visage. Il n'avait pas de visage, mais avait la possibilité d'emprunter un visage. Il a la possibilité d'emprunter un visage, d'en prendre un, d'effacer le second et d'en mettre un autre. Il a la possibilité d'avoir le visage de quiconque, qui que ce soit, de s'en emparer et de physiquement te voler ton visage, ta personnalité, et se faire passer pour celui qu'il veut pour pouvoir se couvrir. Lydia lui a alors dit: serait-il possible que ce soit ce démon? Ce démon que j'ai entendu, serait-il possible que ce soit lui? Car il a la possibilité de s'emparer des visages, de s'emparer des visages de tout le monde. Il a la possibilité de s'emparer des visages de tout le monde. Serait-il possible que ce soit lui? Si oui, la question reste quand même à mettre en suspens. Lorsque Styles mit la question en suspens, Lydia lui dit alors: la question est quand même à mettre en suspens, car si ça se trouve, ce démon qui a la possibilité d'avoir les visages de quiconque pourrait bel et bien, et pourrait très bien, nous incriminer facilement par rapport aux recherches qu'on fait dans ce livre, dans le bestiaire. Il pourrait très bien nous incriminer facilement par rapport à ce que recherchent Liam et Théo, par rapport à ce qu'ils ont ressenti quand tout a commencé le matin où il est allé faire son jogging, qu'il est rentré et qu'il a raconté à Liam qu'il avait senti un camp de réfugiés brûlé dans les flammes lors d'une guerre, un endroit dans lequel il se sentait en sécurité, mais tout de même dans lequel il y avait bel et bien de la peur, de la haine, le règne d'un pouvoir, du désarroi et de la tristesse. Là où tout a commencé, était-il possible que ce qu'avait ressenti Théo soit le démon que j'ai vu quand vous cherchiez dans le bestiaire? Était-il possible que ce qu'il ait ressenti soit le démon que j'ai vu, que j'ai ressenti, que j'ai entendu? Serait-il possible que ce soit ce démon qu'il a ressenti quand il était là-bas, qu'il lui ait volé son apparence, et qu'ensuite que le meurtre que tu n'as pas résolu est l'apparence de celui de Théo? Peut-être que le tueur s'est emparé de son visage pour pouvoir l'incriminer, pour pouvoir faire en sorte que ton père le mette sous les verrous. Seulement, il est destiné à être le prochain alpha,
tout comme Derek, tout comme Scott, qui est destiné à être le prochain alpha. Il va y avoir une lutte avec ce démon. Il va y avoir une lutte avec ce démon. J'en suis sûr. Parce que si Théo est destiné à être le prochain alpha, que Scott l'a été et est destiné à être le prochain alpha, et que Derek pourrait très bien l'être aussi, il va devoir y avoir une lutte contre qui sera le prochain alpha. Pour le moment, on sait que c'est Derek. On sait que c'est Derek le prochain alpha. On sait que c'est Derek pour le moment, qui est l'alpha premier. On sait que c'est lui. Mais si Scott doit avoir un lien avec cet endroit, que Liam a un lien avec Théo, que Théo est sûrement le prochain alpha, que Scott a un lien avec lui, ça veut dire que Théo est certainement le prochain alpha, car un alpha est toujours visé par quelque chose avant de devenir ce qu'il est censé devenir. Théo a été visé par un démon, ce qui veut dire qu'il est peut-être le prochain alpha. Mais reste à penser que Théo est peut-être le prochain alpha, mais reste à penser que Scott, lui, est destiné à être le prochain alpha. Mais il pourrait être possible qu'il soit le prochain alpha après Théo, car les alphas sont destinés à être les suivants après un certain laps de temps. Styles avait réfléchi longtemps à ce que on lui avait raconté. Styles avait réfléchi longtemps à ce que Lydia lui avait raconté. Ce laps de temps dans lequel tu deviens un alpha, à cause de quoi tu le deviens? Visé par un démon? Tu le deviens à cause de ta force? Tu le deviens à cause d'avoir tué quelqu'un? Tu le deviens à cause du fait d'avoir tué quelqu'un, à cause de ta force, à cause de ton courage, ou à cause du fait d'être visé par un démon? Par quoi le deviens-tu? Seulement, Théo n'avait aucun lien. Théo n'avait aucun lien, mis à part avec le démon. Il n'avait aucun lien avec cette affaire. Aucun lien avec le Néméton. Il ne savait même pas que ça existait avant ce matin. Était-il possible qu'il soit le tout dernier à pouvoir devenir un alpha? Le prochain à devenir un alpha? Était-il possible? Styles était en train de soulever et de répartir toutes les estimations possibles. De leur côté, Scott et Allison étaient dans les bois. Ils chassèrent après le démon. Ils chassèrent le démon, chassèrent après le démon, pour pouvoir voir où il allait. Allait-il se réfugier comme tous les êtres surnaturels, jusqu'au Néméton? Allait-il se réfugier au plus profond de la forêt, dans les tréfonds de la forêt? Allait-il se réfugier dans les tréfonds de la forêt, au plus profond des sentiers de la forêt, au plus profond, au plus sombre et au plus obscur des sentiers de la forêt? Allait-il se réfugier là-bas, ou allait-il aller jusqu'au Néméton? Qu'allait-il faire? Seulement, là était la question. Allison l'avait pourchassé durant longtemps, durant très longtemps, il l'avait pourchassé, avec Scott qui courait derrière, métamorphosé en loup-garou. Ses yeux rouges pouvaient percevoir où se trouvait le démon lorsqu'il lui criait à Allison où tirer, car il avait vu le démon sans visage que Lydia avait vu. Pendant ce temps, Lydia, qui était chez elle, avec Styles, qui soulevait des réponses, des questions et des estimations
pour pouvoir savoir qui sera le prochain alpha, à cause de quoi, où et comment allait se passer l'initiation. Où et comment allait se passer l'initiation, à cause de quoi allait-il devenir peut-être un alpha, qui allait le devenir, en attendant que Derek rende son poste d'alpha, qui allait le devenir. Allait-il réussir avec Liam, à l'aide de Liam, allait-il réussir à arrêter le démon? Allait-il réussir à l'arrêter? Peut-être avec l'aide de Scott, avec l'aide de Malia, avec l'aide de Allison, avec l'aide de Lydia, Derek et Styles. Peut-être avec leur aide, mais allait-il réussir, tout bonnement, à combattre le démon? Car qui sait de quoi un démon est capable quand on ne connaît pas ce qu'il a déjà fait auparavant. Quand on ne connaît pas un être surnaturel, on ne sait pas ce qu'il a déjà fait auparavant, on ne sait pas de quoi il est capable, ce qu'il est, ou même ce qu'il veut, ce qu'il désire, quels sont ses désirs les plus profonds. Même Lydia, en tant que messagère de la mort, ne pourrait pas percevoir les désirs les plus profonds d'un démon qui est si ancien que l'on ne peut même pas en percevoir la nature même. Ce démon est si ancien qu'on ne peut pas en percevoir la nature même. Pratiquement impossible à tuer, pratiquement impossible à pourchasser pour Scott et Allison dans la forêt. Ils s'étaient regroupés plus tard chez Théo et chez Liam. Ils s'étaient regroupés plus tard chez Théo et chez Liam pour pouvoir en parler, pour pouvoir voir de quoi il était capable, quelle était sa dimension, où était-il, ce qu'il faisait, quelle était sa dimension. Sa dimension se trouvait-elle en dessous du néméton, comme tous les êtres surnaturels, ou sa dimension se trouvait-elle dans les tréfonds et les bas-fonds de la forêt, les plus profonds et les plus sombres de cette forêt, tandis que pendant ce temps-là, on sut, grâce à Lydia, qui avait un lien avec Parrish, lieutenant de police, mais pour autant aussi sa deuxième nature, qui en est le chien de l'enfer, sa deuxième nature qui en est le chien de l'enfer. Grâce à Lydia, on sut que Parrish, sous sa forme de chien de l'enfer, avait été enfermé à Beacon Hills. Il avait été enfermé à Beacon Hills, il ne pouvait en sortir. Par-delà les limites de Beacon Hills, il ne pouvait réussir à en sortir. Mais de plus d'avoir été enfermé à Beacon Hills, Lydia avait dit qu'elle ressentait quelque chose par rapport à Ekenos. Serait-il possible qu'il avait été enfermé à Beacon Hills et ensuite réenfermé une deuxième fois, doublement par le démon, avoir été enfermé à Ekenhouse, dans une cellule dans laquelle il avait été enfermé, une cellule refroidie dans laquelle il était entièrement congelé, impossible de prendre flamme, de prendre feu, impossible de prendre flamme, de créer une seule flamme, de brûler, impossible de brûler, tel le chien de l'enfer, qui était dû à brûler, à devenir flamme, à devenir feu. Destiné à brûler, à devenir feu, à devenir flamme. Impossible de brûler, il avait été enfermé dans des circonstances froides, dans une cellule froide, qui avait été conçue pour pouvoir enfermer les chiens de l'enfer. Lydia sut qu'il avait été enfermé à Beacon Hills, à l'intérieur de Ekenhouse, dans une cellule conçue pour les chiens de l'enfer, lorsqu'elle sut que le deuxième messager de la mort n'avait plus aucun lien avec elle. Plus ils avançaient dans l'histoire, plus le deuxième messager de la mort, Jordan Parrish, qui était tout autant dans sa deuxième nature, le chien de l'enfer, que lieutenant de police à la police de Beacon Hills. Autant lieutenant de police à la police de Beacon Hills, travaillant pour le shérif, le père de Styles, n'ayant plus aucun lien avec Lydia, plus ils avançaient dans cette histoire,
n'ayant plus aucun lien avec Lydia. Sa deuxième nature n'avait plus aucun lien avec elle, plus ils avançaient. Plus ils étaient séparés, plus elle était séparée du chien de l'enfer. Seulement, aujourd'hui, Lydia se rendit compte que Jordan Parrish, le chien de l'enfer, avait été enfermé à Aikenhouse, dans une chambre froide conçue spécialement pour les chiens de l'enfer. Conçue spécialement pour les chiens de l'enfer, une chambre froide à des Celsius en dessous de la normale, à moins 185 degrés, à moins 185 degrés, voire beaucoup plus, 385, parfois 666 degrés, à moins 666 degrés, 185, 155, en dessous de la degré de ce qui pouvait paraître être la chaleur d'une flamme qui sortait du corps et qui s'émanait du corps d'un chien de l'enfer, en dessous des degrés de ce qui pouvait paraître être une flamme qui sortait du corps d'un chien de l'enfer. Son buste brûlant ne savait plus brûler. Il était enfermé dans une chambre à moins 800 degrés. Moins 800 degrés, les flammes ne pouvaient refaire surface. Il était enfermé, congelé. Il allait devenir glace. Ensuite, la glace allait se putréfier. La glace allait se putréfier, sentir la putréfaction, pourrir, se détruire. Une fois qu'elle allait pourrir et se détruire, qu'elle sentait la putréfaction, qu'elle se mettrait à se réduire en cendres, les cendres allaient devenir diamants, mais bien avant, lors de la putréfaction, lors de cette odeur ignoble qui parcourait la pièce. Bien avant cela, Jordan se transformera en pierre, puis en glace qui finira par se transformer en cendres, des cendres qui se finiront par être récoltées par le démon sans visage, cendres qui finiront par être récoltées par le démon sans visage, par lequel il créera un diamant dans lequel il enfermera tous les pouvoirs. Il enfermera tous les pouvoirs, celui du chien de l'enfer, celui de Scott, celui de Derek, celui de Lydia, et il enfermera la précision d'Allison dans le diamant qui sera forgé à partir des cendres et de la putréfaction, de la glace qui jonchait les parois de son corps, du corps de Jordan. Le corps de Jordan, la glace qui jonchait ses parois, les parois de son corps, de ses bras, de ses jambes, de son buste. Une fois transformé en cendre, le démon en fera un diamant qu'il brûlera au fer rouge, à l'acier trempé. Il tremperait ça ensuite dans de l'eau froide, enfermera ensuite dans le diamant, dans chaque facette du diamant, il enfermera les démons, les êtres surnaturels. Il enfermera le chien de l'enfer, la précision d'Allison, les visions de Lydia. Il enfermera les médecins de l'aurore, les vortex. Il enfermera les chimères, les loups-garous, les omégas, les alphas et les bêtas. Il enfermera tout et en fera un diamant en possession de plusieurs pouvoirs, de plusieurs démons, de plusieurs êtres surnaturels. Le kitsune, le no kitsune, l'anukite, il enfermera tout. En fera un diamant doté d'un pouvoir inimaginable de toutes les bestioles et les créatures surnaturelles qui viennent de cette souche d'arbre. Sous un pouvoir inimaginable, il en fera un diamant qui a la capacité de pouvoir détruire Beacon Hills. Ce diamant qui a la capacité de détruire Beacon Hills, il fallait le récupérer bien avant que toutes les bestioles et les créatures surnaturelles ne soient enfermées à l'intérieur. Sinon, un démon aurait la capacité de détruire l'entièreté de Beacon Hills, sachant que c'était peut-être son intention.